de partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo. Et célébrer sa beauté éternelle, bénissez le Togo et de ses enfants les conducteurs. Togolais fait monter de partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo. Et célébrer sa beauté. Forêt, mon site enchanteur, fleuve majestueux, torrent prestigieux, le sol merveilleux, prodigue, répand bonheur, fécondité. Soyez bénis, Togo, soyez heureux. La TVT au cœur de l'information. Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du soir. Tout de suite, le sommaire. Retour sur la célébration du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Les femmes bénéficiaires des services du Fonds national de la finance inclusive ont marqué une pause hier pour célébrer le fruit de leurs activités et définir de nouvelles perspectives du fonds ensemble avec les partenaires et gouvernements pour suivre leurs réactions dans un instant. La phase d'extension du projet SOFI, projet de suivi des ouvrages et des forages et des indicateurs pour eau, vient d'être lancée à Wahala. Cette plateforme numérique devra permettre aux populations d'informer en temps réel les autorités des éventuelles pannes sur les installations d'eau potable dans la région. Et puis le Togo se prépare à affronter le Bénin le 24 mars prochain à Cotonou, un match capital pour le pays comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN Égypte 2019. Le ministre en charge des sports a rencontré les acteurs en charge des préparatifs et le bureau de la FTF. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir et bienvenue dans le 20h. Et c'était à l'honneur hier 8 mars à l'occasion de la journée qui leur est dédiée. Les femmes des quatre coins de la planète, les décideurs et acteurs de la promotion des droits des femmes se sont retrouvés pour penser une fois encore à l'objectif primordial, l'égalité des sexes, le développement et l'innovation. Femmes et gouvernance locale a marqué au plan national la célébration. Les femmes bénéficiaires du FNFI, Fonds national de la finance inclusive, ont marqué justement une pause pour célébrer le fruit de leurs activités. C'était hier au Palais des Congrès de Lomé. Elles ont échangé sur inclusion financière des femmes et développement local. Le chef de l'État a été représenté par la présidente de l'Assemblée nationale, Yawadik Bodi-Tchegan, pour la circonstance. Le récit de Edem Toussoukbo. Un palais de congrès plein comme un œuf. Il est rempli de femmes bénéficiaires des produits du FNFI, Fonds national de la finance inclusive. Elles célèbrent le 8 mars, une journée internationale qui leur est dédiée. Avec le secrétariat d'État auprès de la présidence de la République, chargé de la finance inclusive et du secteur informel, les fédérations des bénéficiaires des services financiers FBCF tiennent à célébrer également le fruit de leur labeur. Parmi elles, des commerçantes, des transformatrices de produits agroalimentaires et des artisans.
Grâce aux produits FNFI, elles ont développé leur activité génératrice de revenus et sont pour la plupart financièrement autonomes. Et c'est dans cette dynamique d'autonomisation financière de la femme togolaise que le 8 mars est célébré sous le thème « Inclusion financière des femmes et développement local ». Au total, 26 bénéficiaires modèles en matière de remboursement ont été primés. Également, les meilleurs FEBCF, la préfecture de Dany et la région des Savanes. La région des Savanes est l'une des régions qui a toujours obtenu un taux de remboursement de 100%. Nous avons aujourd'hui 3000 femmes pour témoigner de l'impact de la politique d'inclusion financière et l'impact en termes de développement dans leur localité. Il était de notre devoir de répondre favorablement à leur invitation de venir célébrer cette journée avec elles, notamment parce que le poids de la femme dans la société togolaise est énorme. Nous venons effectivement de clôturer la première phase du schéma directeur du FNFI, mais nous avons déjà enclenché le processus pour la deuxième phase, et notamment avec le PND qui place tout un axe, donc l'acte 3, sur la favorisation de tous les mécanismes d'inclusion. C'est la femme dans toute sa diversité qui est honorée ce jour. Cette journée met en avant la lutte pour les droits des femmes, notamment en matière de réduction des inégalités par rapport aux hommes. En 5 ans de mise en œuvre, le FNFI a touché près d'1 million de Togolais. Pour la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Digbari-Tiegran, représentant le chef de l'État, les femmes doivent rester toujours fortes et solides et contribuer au développement du pays à travers leur engagement et leur combativité dans l'éradication de la pauvreté autour d'elles. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons écouté les témoignages qui ont été donnés. Ces témoignages montrent que si nous le voulons bien, si nous sommes ensemble et que si nous travaillons, nous pourrons arriver à de bons résultats. Vous êtes la preuve de ce mandat social du chef de l'État qui a voulu que la richesse ne vienne plus seulement du sommet, mais que dans nos villages les plus reculés, dans nos hameaux, qu'il soit possible de créer la richesse à partir de ce que nous avons. C'est pour cela que je vous invite à regarder autour de vous, à regarder la création qui est autour de nous, à prendre exemple sur tout ce qui est autour de nous, pour voir avec les ressources que vous avez, comment vous pouvez encore multiplier le résultat de vos efforts. La délégation à l'organisation du secteur informel d'Ozi est aussi associée à l'événement. Elle a soutenu plusieurs artisans. Une manière d'amener ces derniers à basculer dans le secteur formel. Leurs produits ont été exposés au public. Et depuis 2014, la mise en œuvre du FNFI est accompagnée par certaines institutions financières. 26 au total à ce jour au service de l'inclusion financière. Près d'1 million de bénéficiaires sont déjà enrôlés dans ce programme. Juste après les échanges sur le FNFI hier, partenaires et bénéficiaires ont donné leur point de vue sur l'évolution du fonds. Je vous propose de suivre leur réaction au micro de Edem Sousoupo. Développement économique et social. Quand le financement était venu, j'étais la première à prendre ça. Quand j'ai pris 30 000, je me suis jetée dans mon commerce. Je vois que ça m'a apporté beaucoup de fruits, quoi. Donc, au lieu de payer ça à 6 mois, j'ai payé ça en 3 mois. Après d'avoir payé, j'ai encore pris 50 000. 50 000, j'ai payé ça à 6 mois. Mais après ça, j'ai encore pris 100 000. Avec les 100 000, les 50 000, j'arrivais à commander gingembre à Annie, un sac. Avec les 100 000, j'ai commencé à commander 3 sacs. Avec FNFI, ça m'a beaucoup aidé pour subvenir aux besoins de mes enfants, l'écolage et la santé aussi. Et 100 000, c'est la clôture. Mais moi-même, j'ai ouvert mon compte. Et moi, maintenant, je prends mes propres fonds. J'ai laissé ma place aux autres, celles qui n'ont pas encore bénéficié, de bénéficier. On est venu de toute l'étendue du territoire pour se retrouver et célébrer la fête du 8 mars. Nous sommes fiers parce qu'on a fait un bon travail sur toute l'étendue du territoire. Nous avons accompagné les PSF et les bénéficiaires. On a encouragé les bénéficiaires à faire un bon remboursement. C'est grâce à la dossier que nous avons eu cet accompagnement de 300 000 qui nous a permis d'ouvrir nos ateliers, et ce fonds également nous a permis d'avoir des matériaux de couture. Et c'est grâce à la DOSI que nous avons été formalisés et nous avons eu aussi nos cartes CFE. Et étant partenaire de FNFI, je pourrais dire que ce produit, bien ce projet, nous a permis de toucher la cible que nous avons jadis délaissée. Cette cible qui n'a pas
des garanties que nous exigeons auprès d'autres catégories de personnes. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons la fierté de dire que nous avons eu à toucher la plupart de notre clientèle et surtout les femmes qui n'ont pas assez d'activités ou qui n'ont pas assez de moyens, mais qui grâce à ce projet arrivent à développer des activités et à mieux gérer leur famille. Et parlant justement des mécanismes de lutte contre la pauvreté, la précarité et le chômage, le volontariat d'engagement citoyen fait ses preuves sur le terrain. La 5e vague d'évêques vient de prêter serment et s'engage à faire des activités citoyennes pour le développement de leur communauté, ceci avec abnégation, respect des valeurs citoyennes. Dans la foulée, près de 300 volontaires de la vague précédente ont également reçu des kits d'installation des mains de la ministre du Développement à la base en charge de la jeunesse. Le récit de Dodo Haré. Parmi eux, certains ont appris un métier mais n'ont pas les moyens pour démarrer une activité. D'autres ont quitté l'école très tôt ou n'ont jamais été scolarisés. Le volontariat d'engagement citoyen leur offre l'opportunité d'apporter leur contribution au développement du pays contre des rémunérations et de bénéficier des accompagnements à la fin. Ils sont 444 à accepter cette politique de travaux publics d'intérêt communautaire pour le compte de la 5e vague. C'est donc parti pour 6 mois d'action de salubrité et d'assainissement public, d'amélioration du cadre de vie et de promotion des valeurs citoyennes au sein de leur communauté. Durant ces 6 mois, on aura à transformer la ville de Lomé, à aménager les quartiers et même les lieux publics. On aura pour mission d'aller parler à nos ménages comment faire pour faire développer notre communauté en fait. Durant toute la mission, ils seront aussi formés sur les compétences de vie, comment épargner, comment prendre un crédit, comment gérer. Ceux parmi eux qui n'ont pas de pièces de naissance seront accompagnés pour pouvoir obtenir leur pièce de naissance, obtenir la carte d'identité et être en mesure d'exprimer leur citoyenneté à 100%. Nous sommes déjà dans 24 préfectures, donc il reste à atteindre les autres pour atteindre les 39. Et plus tard aussi, l'objectif de ce programme, c'est couvrir les nouvelles communes qui vont se créer pour avoir un foyer de jeunes partout qui seront impactés, qui seront renforcés. Vous voyez un peu que nous sommes déjà dans la mise en œuvre du PND, Plan National de Développement, qui envisage de créer 500 000 emplois d'ici 5 ans. Au-delà de l'aspect engagement citoyen au service du développement et du rayonnement du Togo, l'une des grandes ambitions de ce programme est de relever le niveau de vie de la jeunesse togolaise, de favoriser le bien-être de la population à la base. La cérémonie de cet après-midi symbolise les efforts du gouvernement togolais en matière d'insertion socio-professionnelle dans les différents métiers de l'artisanat. Elle symbolise également le ferme engagement du chef de l'État, son Excellence M. Faure et Gnassingbé Gnassingbé, de toujours relever le niveau de vie de la jeunesse togolaise, de repousser les frontières de la précarité de tous ces jeunes et de les amener à se prendre en charge. Et l'ambition du gouvernement, c'est de toucher tous les Togolais, où qu'ils soient, afin de leur permettre de participer aussi aux solutions de développement de notre cher pays. Pour le chef de l'État, aucun citoyen, aucune citoyenne, aucune zone du pays ne doit être exclue des politiques de développement de notre pays. Chers amis, vous êtes appelés à faire preuve de dépassement de soi. Vous êtes invités à œuvrer avec beaucoup de sérieux, de sens civique, pour que votre action soit réellement bénéfique à vos communautés. Plus de 10 000 volontaires ont été mobilisés depuis 2015 et ils ont su induire des effets positifs dans plusieurs communautés. 273 caniveaux aménagés, 226 espaces verts créés, 15 075 dépotoirs sauvages dégagés, plus de 23 000 arbres plantés. Ce projet de volontariat d'engagement citoyen reste un pilier d'occupation des jeunes déscolarisés et favorise leur insertion socio-professionnelle. La vague précédente a reçu des kits artisanaux pour créer leur propre entreprise,
ou se lancer dans des activités génératrices de revenus. J'ai fini mon métier, ça fait 5 ans aujourd'hui, mais je n'ai pas encore eu un atelier parce que je n'avais pas les kits. Mais aujourd'hui, j'ai eu mes kits. Et je remercie la MVT. Près de 60% des jeunes qui ont reçu des accompagnements travaillent aujourd'hui à leur propre compte, créent des emplois et participent ainsi à la réduction du taux de chômage dans le pays. L'eau constitue une denrée vitale dans tout ménage. Des projets sont exécutés ça et là à travers le pays pour que chaque ménage ait accès à l'eau potable. Depuis 2018, un projet de suivi des ouvrages de forage et des indicateurs pour l'eau, appelé Sophie, a été initié pour assurer le bon fonctionnement des réalisations. La phase pilote a été concluante pour cette plateforme numérique qui permet de signaler à temps des éventuelles pannes aux autorités. La phase d'extension a été lancée hier, vendredi, à Wahala, conjointement par les ministres en charge de l'eau et de l'économie numérique. Les précisions de Augustin Kossi. Un accès à l'eau potable pour tous. Le gouvernement y tient et s'emploie à travers la réalisation de 10 000 forages sur l'étendue du territoire national. Pour assurer la disponibilité de cette denrée vitale aux populations desservies, un mécanisme d'alerte a vu le jour. Le projet de suivi des ouvrages de forage et des indicateurs sur l'eau Sophie. Le dispositif fonctionne à base de la téléphonie mobile et permet d'assurer un suivi en temps réel des ouvrages. Il y a des comités eau qui, en cas de panne, passe par un numéro. Donc la technologie mobile, il compose le numéro 1020. Et à partir de là, se déclenche tout un ensemble de processus qui permet d'alerter tous les différents acteurs afin que les agents réparateurs puissent venir intervenir dans un délai extrêmement rapide. La phase pilote du projet a permis en un an de réparer 2406 forages dans 114 cantons et aussi de former 4812 agents au sein des comités d'eau. La phase d'extension est lancée ici à Wahala, dans la préfecture de Ao. Ce dispositif permet de détecter et de localiser les pannes sur le réseau des ouvrages de forage et de les signaler aux autorités centrales chargées de leur gestion, ce qui favorise une intervention rapide dans un délai de 72 heures au plus des réparateurs, permettant ainsi au gouvernement de garantir la disponibilité d'accès à l'eau aux populations desservies. Les informations de diverses natures recueillies sur le terrain grâce à ce mécanisme nous aura permis de mettre en œuvre des boucles correctives et d'affiner les paramètres afin de maximiser l'efficacité de ce mécanisme innovant d'alerte. Cette deuxième étape devra aboutir à l'équipement de 9460 forages à travers le pays à l'horizon 2020. La plateforme numérique Sophie est portée par le ministère des Postes, de l'économie numérique et des innovations technologiques en partenariat avec le ministère de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise. La question de l'accès à l'eau est cruciale, surtout avec les nouvelles menaces liées au changement climatique. Les forages équipés de pompes à motricité humaine restent les ouvrages les plus utilisés pour desservir les populations dans ce milieu rural. Ces ouvrages sont estimés aujourd'hui à plus de 10 000 sur toute l'étendue du territoire national. En 2006, le taux de panne sur ces ouvrages était estimé à 30%. Mais aujourd'hui, grâce à la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'approvisionnement en eau et de l'assainissement, mais surtout grâce à l'initiative personnelle du chef de l'État qui en 2017 et 2018 avait demandé la réhabilitation de 1700 forages sur toute l'étendue du territoire, ce taux donc de panne est passé de 30% en 2005, aujourd'hui à 14%. Avec tous les projets en cours et à venir, nous pouvons être assurés que dans les prochaines années, le Togo fera partie des pays qui ont atteint l'accès universel à l'eau potable. Et ceci grâce à la vision du chef de l'État. Le taux de desserte en eau potable est aujourd'hui de 55% au Togo. Sophie est destinée à améliorer la qualité des services d'eau et à en favoriser un approvisionnement continu, surtout dans les zones rurales.
La BAD, Banque africaine de développement, apporte son appui au gouvernement togolais dans la lutte contre les chenilles légionnaires d'automne qui sapent les efforts des producteurs agricoles. L'institution vient de débloquer $1 million au Togo, soit près de 580 millions de francs CFA. Bonne nouvelle pour les producteurs de maïs et de riz qui vont désormais booster leur production. La signature de cet accord de don, c'était hier à Lomé. Les détails avec Carmen Madiakako. La Banque africaine de développement BAD apporte une aide d'urgence au Togo pour le soutenir dans sa lutte contre les chenilles légionnaires d'automne. $1 million, soit environ 580 millions de francs CFA, sont donc mis à la disposition du gouvernement togolais sous forme de dons. Cet appui de la BAD va contribuer à réduire les pertes de production de maïs, de riz et de maraîchage. Le but est de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Le projet contribue à renforcer la résilience du Togo dans la réalisation des 5 priorités de la Banque pour l'Afrique, notamment en ce qui concerne la notion de nourrir l'Afrique et améliorer la qualité de vie des populations en Afrique. Il s'agit spécifiquement de former les agents des services de la protection des végétaux, les agents de la vulgarisation et les producteurs aux méthodes de contrôle durable contre la chenille légionnaire d'automne, doter les services de la protection des végétaux, les brigades villageoises phytosanitaires et les producteurs des équipements appropriés pour l'identification, le suivi, la surveillance et le contrôle de la chenille légionnaire d'automne. Plus de 160 000 hectares de maïs ont été gravement endommagés par l'invasion des chenilles pour seulement la campagne agricole 2018-2019. 177 millions de francs CFA ont alors été déboursés par le gouvernement pour venir en aide aux agriculteurs. Le Togo n'a pas été épargné des attaques de la chenille légionnaire d'automne, à l'instar de la plupart des pays d'Afrique. Ce fléau est apparu au Togo en 2016 et a envahi tout le pays au cours de la même année, semant la désolation chez les producteurs, notamment de maïs, au regard de l'ampleur des dégâts causés. Le gouvernement n'est pas resté les bras croisés. Depuis 2017, il a distribué gratuitement aux producteurs victimes des attaques des insecticides, des appareils de traitement phytosanitaire et des équipements de protection individuelle. Les agriculteurs ont aussi été formés à la connaissance du ravageur ainsi qu'aux méthodes de lutte. Toutes ces actions ont permis de préserver la sécurité alimentaire au Togo. Je voudrais ici exprimer ma sincère gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé, pour l'attention toute particulière qu'il accorde à cette question et au secteur de l'agriculture. Outre la BAD, la FAO s'est également associée à cette intervention d'urgence. L'aide accordée permettra à l'État de financer en partie son plan stratégique quinquennal de lutte contre cette chenille. Le montant total est estimé à $3 200 000 américains. Clap de fin hier sur la 27e session ordinaire du Conseil des ministres de Cyprès, la conférence interafricaine de prévoyance sociale à Lomé. Les travaux ont été sanctionnés par d'importantes décisions. Le ministre Gilbert Bahara, en charge de la protection sociale, a été élu à l'unanimité à la présidence du Conseil des ministres de tutelle de la zone Cyprès pour un mandat d'1 an. Le budget du plan d'action de l'exercice 2019 de la Cyprès a été également adopté lors de ces assises. Retour sur les temps forts des travaux de cette session avec Lucassi. Par ce poignet de main, le ministre en charge de la protection sociale du Togo, Gilbert Bahara, prend les rênes du Conseil des ministres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale Cyprès. Il présidera aux destinées de cette institution qui accompagne et appuie les États membres en matière de protection sociale au titre de l'année 2019. Une des décisions les plus importantes, c'est d'une part les orientations données par le Conseil des ministres pour l'opérationnalisation de la Convention multilatérale de sécurité sociale de la Cyprès.
afin de favoriser la mobilité professionnelle au sein de notre zone qui comporte 17 pays. Une autre décision qui est très importante également, c'est l'adoption du budget. Parce qu'une chose est de fixer des objectifs, d'autre chose est de les corréler à des moyens pour les réaliser. Enfin, nous ne manquerons pas du tout de ne pas souligner l'importance qui a été donnée aux décisions qui sont issues du premier forum sur la couverture maladie. Les travaux ont donc permis d'adopter les projets du plan stratégique 2019-2023 de la CIPRES. Un plan stratégique que le nouveau président s'attellera à mettre sur les rails avant la fin de son mandat. D'autres défis relatifs à la protection sociale des populations des pays membres de l'institution lui incombent aussi. Avant d'avoir ce conseil des ministres de la CIPRES, de lundi à mardi, nous avons eu le premier forum sur la couverture maladie. Voilà un sujet particulier qui préoccupe les dirigeants de notre zone CIPRES et qui concorde également avec les priorités nationales togolaises. Vous connaissez les efforts qui sont faits à la fois pour aller vers la consolidation, le renforcement et l'extension de la couverture maladie. Et ce forum a permis notamment de mutualiser les connaissances, les pratiques, les expériences. Voilà un des atouts de la CIPRES. Nous sommes solidaires en coopérant, en coordonnant nos efforts, en essayant de voir les expériences qui réussissent, les pratiques qui sont les plus performantes dans l'un ou l'autre des États pour pouvoir nous en inspirer et continuer à progresser en matière de prestations sociales, en matière de couverture sociale. Le nouveau président et les membres du Conseil des ministres de la CIPRES se sont rendus à la fin des travaux sur le site qui abrite le nouveau siège de l'institution en construction pour constater l'état d'avancement des travaux. Nous sommes une organisation qui a au cœur de ses priorités la protection sociale. Alors, il faut commencer par s'assurer que tous ceux qui travaillent au sein de notre institution le sont dans de bonnes conditions. Nous sommes satisfaits, tous les ministres qui ont pu visiter le chantier, de l'état d'avancement des travaux et nous espérons que très rapidement, les travaux seront achevés et qu'on peut commencer à travailler dans cet immeuble dans les mois qui viennent. La 27e session du Conseil des ministres de la CIPRES aura le mérite d'une part d'accoucher des décisions et recommandations importantes susceptibles d'aider les populations à bénéficier d'une protection sociale efficace et plus précisément d'une couverture maladie universelle et d'autre part d'être couplé du premier forum international sur la couverture maladie dans la zone CIPRES et du 25e anniversaire de l'institution. Et les questions d'amélioration des soins de santé des populations ont été largement abordées lors de ces assises de la CIPRES Salomé. L'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, accompagne le Togo dans le domaine de la santé, surtout celle de la reproduction des adolescents et jeunes. L'ambassadrice du Canada au Togo, Hilta Cameron, dont le pays est partenaire de l'UNFPA, a visité hier certains centres créés pour les jeunes. Elle était à l'infirmerie d'Agoué, au centre des jeunes de Tabligbo et la clinique mobile au village de Sikakondi. Une visite pour apprécier les interventions de l'UNFPA en santé sexuelle et de la reproduction au Togo. Arnold Keliou pour les précisions. Au Togo, l'UNFPA a toujours soutenu les interventions en santé de la reproduction des adolescents et jeunes et la lutte contre les violences, y compris celles basées sur le genre. Illustration faite ici au lycée d'Agoué avec l'installation depuis 2012 d'une infirmerie. Cette structure offre aux élèves des soins de santé primaires et mène des sensibilisations contre les grossesses précoces et non désirées au sein de l'établissement. L'ambassadrice du Canada, Hilta Cameron, a eu droit à des explications sur les prestations de cette infirmerie. Avant cette infirmerie, il n'y avait pas de journée où on passait sans avoir des élèves qui manifestent des crises. On se référait à une clinique AET à côté. Et ce n'était pas tous les cas que la clinique pouvait prendre en charge. Donc à partir de 2012, lorsque nous avons eu cette structure, tous les cas sont traités ici, sauf les cas qui dépassent la compétence de cette structure. Le centre convivial d'écoute des jeunes de Tabligbo, visité par l'ambassadrice du Canada, est sous la coordination du CHR de Tabligbo.
Il offre lui aussi des services de planification familiale, de prise en charge des IST-Sida et de dépistage à l'endroit des élèves. Outre les élèves, les prestations du centre ont ciblé aussi les apprentis couturières et coiffeuses qui bénéficient des mêmes services. Le centre offre des causeries éducatives, des séances d'entretien que nous donnons aux jeunes en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Et nous leur faisons aussi le dépistage au VIH-Sida, la prise en charge des infections sexuellement transmissibles et l'adoption des méthodes contraceptives pour éviter les grossesses précoces et les grossesses non désirées. Au cours de sa tournée, l'ambassadrice du Canada a touché du doigt les offres de services de la clinique mobile dans le village de Sikakondi. Là, plusieurs femmes enceintes attendaient leur tour pour des consultations prénatales, des dépistages au VIH-Sida, des conseils en planning familial. À travers les échanges avec les prestataires et les bénéficiaires à tous les niveaux, Madame l'ambassadrice du Canada, Helta Cameron, a pu avoir une idée d'ensemble des interventions sur la santé sexuelle et de la reproduction offertes aux jeunes avec l'appui de l'UNFPA au Togo. Je serais ravie d'avoir cette occasion de voir la programmation du UNFPA dans les contextes différents, dans le milieu scolaire, dans un contexte lié des services sanitaires, et ici de voir dans un contexte local la livraison de services sur une base mobile afin de faciliter la disponibilité de services pour les femmes dans les zones rurales de Togo. Alors, ça démontre le rayonnement de programmation de UNFPA et ça démontre aussi les efforts de modifier les services pour être mieux adaptés aux clientes. Des efforts sont en cours pour améliorer la coordination des interventions, y compris le renforcement des capacités de la division de la santé des jeunes et adolescents au sein du ministère de la Santé. C'est dans la perspective de créer plus de synergie dans la mise en œuvre des interventions de l'UNFPA dans le pays. La Journée internationale des droits des femmes, on en parle encore ce soir avec la célébration du 8 mars dans la préfecture de Bassar. Les femmes de la préfecture se sont retrouvées à Bandeli autour de l'association AWA pour marquer à leur manière l'événement. Les discours, les messages ne changent pas. Les femmes de Bassar ont réaffirmé leur volonté de ne plus accepter être reléguées au second plan, mais d'œuvrer pour être au même niveau que les hommes. Nestor Mouzou a pris part à la manifestation. Suivez son reportage. Le 8 mars, journée dédiée aux femmes à travers le monde. Les femmes regroupées au sein de l'association AWA, Africa Women Actions, se sont donné rendez-vous à Bangéli pour célébrer cette journée. Elles ont d'abord procédé à une caravane avant de se retrouver dans la cour de l'école primaire publique de Bangéli pour dérouler les activités au programme. Habituellement, ce sont les hommes qui jouent pour qu'elles dansent. Mais ce 8 mars 2019, ce sont les femmes qui ont joué pour les femmes. Tout en chantant et dansant, les femmes de Bassar sont conscientes que le chemin pour leur plein épanouissement est encore long. Mais les actions de l'association AWA leur balisent ce chemin. La fête du 8 mars ne se limite pas à un seul jour. C'est-à-dire que ce n'est pas fêter qui constitue le 8 mars. Mais ce que nous faisons après le 8 mars, nous avons organisé beaucoup de choses par rapport à ce 8 mars. Nous avons fait pose de pierre, les premières pierres pour la construction des hangars pour les femmes qui transforment les produits locaux dans leurs groupements respectifs. Par exemple, nous prenons le village de Nababoun, les femmes font du gari, mais ils n'ont pas de hangars. Nous avons pensé aussi aux conducteurs. Ces femmes ne peuvent pas vendre leurs marchandises s'il n'y a pas un moyen de transport. Donc il faut mettre à l'aise les syndicats de conducteurs et c'est là-bas que la présidente allait aussi faire la pose de la première pierre à la station de Bassar et de Kabou pour construire les sanitaires. À cette célébration, l'origine de la Journée internationale des droits de la femme a été rappelée à l'assistance.
L'idée a été lancée pour la première fois en 1910 par la journaliste allemande Clara Zetkin à la conférence des femmes socialistes. Mais c'est en 1977 que l'Organisation des Nations Unies a adopté une résolution enjoignant les États membres à célébrer cette journée. S'adressant à la foule, le préfet de Bassar a souligné que le thème national « Femmes et gouvernance locale » laisse apparaître que la question de la gestion participative de la société et plus particulièrement celle de l'implication de la femme dans le processus de développement est une nécessité dont s'occupent les plus hautes autorités du pays, a précisé le colonel Jean-Faré Bonfo. En plaçant l'égalité femmes-hommes au cœur des priorités de sa politique, le gouvernement togolais a opéré un choix courageux et exemplaire. C'est donc à juste titre que je voudrais exprimer toute ma gratitude au chef de l'État pour ses efforts en faveur de la femme togolaise, a poursuivi le préfet. Il a aussi témoigné sa reconnaissance à la présidente de l'association AWA, Abida Bonfo, pour ses actions multiformes à l'égard des populations du Togo en général et de Bassar en particulier. Sur place, la générosité de la présidente de l'association AWA s'est encore manifestée. Elle a mis à la disposition des femmes de Banjeli des outils de travail. Elle a offert au groupement Oulam un tricycle, au groupement Tituntutob un moulin à maïs. Et aux femmes de Banjeli qui ont appris des métiers et qui n'ont pas les moyens pour s'installer, des machines à coudre. Tout ceci dans une ambiance bon enfant. Et l'engagement, la détermination pour la participation de la femme à la gouvernance locale. Elles l'ont manifesté hier, les femmes de la préfecture de la Kosa. Elles se sont retrouvées au palais des congrès de Kara pour l'apothéose du 8 mars dans la région. Nous retrouvons Nestor Mouzou pour le récit. Différentes organisations de femmes des cantons de la Kosa et de la commune de Kara qui discutent de leur situation et de leur avenir. Elles réfléchissent sur la participation de la femme à la gouvernance locale, thème retenu sur le plan national et qui est d'actualité eu égard aux élections locales qui sont annoncées pour bientôt. C'est prévu que la femme puisse prendre part à la gouvernance locale. Mais maintenant, dans les faits, nous ne voyons pas cela. Parce que on peut parler de l'ignorance. La femme ne sait pas qu'elle doit prendre part. Et aussi, il y a des obstacles externes. C'est-à-dire les autres ne donnent pas la place à la femme pour participer à la gouvernance. Donc pour citer les avantages, nous pouvons dire que quand la femme prend part à la gouvernance, elle influence également les décisions qui se prennent pour la vie publique, politique dans sa cité. Si la femme ne participe pas, on ne peut pas prendre en compte les intérêts de la femme et ses besoins spécifiques dans les politiques. Donc, autre avantage, c'est que quand la femme participe à la gouvernance locale, elle peut induire le changement. Elle amène d'autres expériences, d'autres dynamiques pour influencer ces décisions-là. La journée internationale de la femme a été instituée pour exhorter les gouvernants à multiplier leurs efforts en faveur de l'épanouissement de la femme. Au Togo, des mesures ont été prises dans ce sens, notamment la loi sur la parité pour permettre aux femmes d'être mieux représentées à tous les niveaux, surtout dans les sphères de prise de décision. En dehors de ce panel, les échanges seront poursuivis dans les différents cantons de la Kosa au profit des autres femmes qui n'ont pas pu faire le déplacement du palais des congrès. C'est une journée où on fait un arrêt pour faire le bilan de ce que nous faisons pour que les femmes s'épanouissent, pour que les femmes puissent contribuer effectivement au développement du pays. En réalité, nous n'avons pas tout dit. On a fait faire des ébauches sur les thèmes. Et par la suite, nous allons aller dans les cantons, nous serons aussi dans les quartiers de la commune pour vraiment animer le thème, pour que chaque femme puisse comprendre pourquoi elle doit participer à la vie de la communauté. La célébration de la journée internationale de la femme dans la Kosa a été aussi marquée par d'autres activités, notamment l'opération de salubrité dans les différents services publics et un gala de football. Le gala a été joué entre les équipes féminines de la préfecture, une manière d'encourager les femmes et les filles de la Kosa à pratiquer le sport roi.
Et puis, sachez que les éperviers du Togo vont disputer un match capital avec les écureuils du Bénin le 24 mars prochain à Cotonou. Une rencontre comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Pour poser les bases d'une bonne préparation, le ministre en charge des Sports a rencontré vendredi les membres du bureau exécutif de la FTF, réunion élargie aux acteurs impliqués dans les préparatifs de ce match Bénin-Togo. Les précisions de Jean-Kofi et Dédi. Autour de cette table de discussion, le ministre en charge des Sports, cadre du dit ministère, ceux du ministère de la Sécurité et de celui des Finances, le président du Comité national olympique du Togo, les membres du comité exécutif de la Fédération togolaise de football avec à leur tête le président et le sélectionneur des éperviers. Tout ce monde était réuni pour échanger autour des préparatifs du match Bénin-Togo du 24 mars prochain, la rencontre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Nous nous sommes retrouvés ensemble pour échanger, pour voir ce qu'on pourra faire pour que les choses se passent très bien. Nous avons eu l'occasion de faire au moins le bilan, au moins une évaluation des préparatifs. Cette initiative du ministre en charge des Sports, Katari Folibazi, reste déterminante pour une bonne organisation de ce duel capital entre le Bénin et le Togo. Nous sommes venus donc dire au ministre l'avancée des préparatifs pour ce match. Nous avons fait beaucoup de choses en amont. Les réunions que nous avons faites avec, d'une part avec le staff et d'autre part avec les acteurs du football. Et nous avons discuté de comment nous pouvons entreprendre nos énergies pour que ce match-là vraiment soit un gain pour le Togo. Le sélectionneur national Claude Leroy est sorti rassuré de cette assise. Le ministre a initié cette réunion et je pense que c'était bienvenu pour toutes les forces vives qui sont derrière l'équipe nationale. Derrière tout ça, il y a aussi les supporters. C'est-à-dire qu'on reste serein, qu'on ne tombe pas dans la moindre provocation, qu'on sache que c'est qu'un match de foot, mais qu'on soit prêt pour un combat qui va être un combat très 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 difficile à Cotonou. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'a pas de questions à se poser, on sait qu'on doit gagner. D'autres réunions du genre sont prévues avant le départ des éperviers en terre béninoise. Voilà, et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une excellente soirée.